Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce meeting numérique exceptionnel. Bonsoir Mounir. Bonsoir Maud, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tu as raison de le rappeler, c'est un meeting exceptionnel. On est dans une situation difficile. La France aujourd'hui traverse une pandémie, celle du Covid-19, et donc on a voulu organiser ce soir cet événement parce que ce sont nos 5 ans, mais nous l'avons fait en respectant des règles de sécurité. Maud et moi avons été testés ce matin négatifs. Toutes les personnes qui sont présentes ici sur le plateau vont respecter des mesures de distanciation très importantes. On a aussi envie d'avoir un message pour toutes les familles qui traversent en ce moment une période difficile et dire à toutes les marcheuses et tous les marcheurs que c'est justement pour toutes ces Françaises et ces Français que nous nous engageons et c'est pour ça qu'il était important qu'on se retrouve ce soir. Exactement, ça fait des semaines, des mois qu'on ne s'est pas vu pour certains et c'est un peu le sens aussi de ce meeting numérique ce soir, c'est malgré tout et malgré cette situation difficile, continuer à rassembler la famille. Alors, ils ne sont pas à côté de nous, mais ils nous regardent et ils vont apparaître derrière nous. On dit un grand bonsoir à tous les référents départementaux de France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on voit Raphaël, on voit Bertrand du Gers, on voit Christopher Domba. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vois Philippe, je vois Marie, je vois Patrice José. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et il y a alors Jean-François de l'Aveyron qui doit être là. Jean-François, où es-tu ? Je suis là, je suis devant mon écran, je vous vois avec plaisir. Merci encore d'être avec nous. Et on doit voir aussi Zaïda Slimane, référente d'Afrique centrale, qui doit être avec nous. Oui, bonsoir, je suis là. Comment ça va ? Très bien. Ouais, c'est comment la situation chez toi ? Ben, ça va, c'est comme chez vous. Hein. Couvre-feu à 18h jusqu'à 4h du matin et pas de café, pas de restaurant, mais pas d'école depuis 1 an. Voilà. Bon. Eh ben, bon courage, on pense bien à toi et puis à tous les marcheurs qui t'entourent. Zaïda, Jean-François, merci vraiment à toutes et merci à tous d'être là. C'est les 5 ans. 5 ans d'engagement, 5 ans d'action tous ensemble, 5 ans en marche. Pour fêter ces 5 ans, pour marquer ces 5 ans, le mouvement La République En Marche a réalisé un documentaire et ce soir, pour la première fois, vous allez pouvoir en découvrir quelques extraits. Emmanuel Macron, moi je l'ai regardé à la télévision comme tout le monde et il m'a embarqué. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Ça a été pour moi un déclic. Le lendemain, en me réveillant, j'avais eu l'impression d'avoir braqué une banque. Ce sentiment d'avoir fait quelque chose absolument inattendu. Ce que la droite a toujours rêvé de faire sur le plan régalien, nous l'avons fait. Ce que la gauche aurait rêvé de faire et n'avait pas fait, nous l'avons fait. On a engagé des transformations en profondeur dont notre pays avait besoin. On a réparé, on a soigné des plaies profondes que notre pays connaissait. Il nous faut incarner le dépassement politique, il nous faut élargir encore ce dépassement politique. La REM doit être un des éléments d'une majorité présidentielle qui tend la main et qui rassemble.
Et l'histoire d'En Marche, c'est avant tout les marcheuses et les marcheurs qui ont contribué à la vie de ce mouvement depuis 5 ans déjà. Et donc l'une des grandes figures d'entre elles, je dirais, c'est évidemment Marlène Schiappa, depuis Maman Travail jusqu'au ministère de l'égalité homme-femme et aujourd'hui depuis le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Marlène Schiappa qui n'a jamais cessé de faire partie de ce mouvement, de contribuer à sa vie, à l'écoute des marcheurs depuis 5 ans. Et donc, Madame la Ministre, nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir parmi nous ce soir. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est très étrange de m'adresser à vous par l'intermédiaire de ces caméras, mais c'est un peu comme si vous étiez là. Ça fait plus d'1 an qu'on est sans meeting et c'est très étrange de passer 1 an sans meeting parce qu'on se souvient tous et toutes à cette occasion d'anniversaire des premiers meetings d'En Marche auxquels on a participé. Moi, je me souviens d'un meeting sur la culture. Stan, ne fais pas semblant de ne pas t'en souvenir aussi. Un meeting que Stan avait organisé à Paris sur la culture. Et moi, j'étais venue avec un groupe de marcheuses. On tenait absolument à participer. Et en fait, c'était un meeting drôle parce qu'on avait fait une petite vidéo très artisanale. Et on était passé à la fin, après tous les grands artistes parisiens qui avaient fait des œuvres magnifiques. Mais je crois que c'était ça aussi l'état d'esprit d'En Marche, c'est de se dire que quel que soit ce que vous apportez, quel que soit ce que vous avez à dire, quel que soit l'endroit d'où vous venez, bah en fait, on ne vous demande pas de passeport à l'entrée, on vous prend comme vous êtes et on écoute vos idées et on écoute ce que vous avez à dire et ce que vous avez à apporter au collectif. La seule condition, c'est que vous veniez et que vous soyez dans un état d'esprit enthousiaste et positif et constructif. Et j'espère que ça, on a réussi à le garder. Et moi, je suis venue pour vous dire comment on est passé de la grande marche à la grande cause pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je me souviens que pendant cette grande marche, on était tous et toutes très frappés de voir qu'à chaque fois qu'on s'adressait à des femmes, quand des femmes ouvraient la porte, elles parlaient des phénomènes de violences sexistes et sexuelles qu'elles avaient vécus. Elles nous parlaient du harcèlement de rue, elles nous parlaient des violences conjugales, elles nous parlaient des violences sexuelles. Et nous, on était dans nos salles de réunion. Mounir, tu étais là souvent, tu t'en souviens. Et on réfléchissait à la manière d'apporter des solutions. Parce que c'était vraiment ça qu'on essayait de faire. Et on se disait souvent, Macron, c'est une machine à solutions. Et on voulait faire en sorte d'aider notre candidat et d'apporter des solutions claires, simples, à des problèmes très concrets. Et je me souviens d'un autre meeting, le meeting où le candidat Emmanuel Macron a présenté son programme. Il a présenté les grands axes de son programme et ça avançait. Et je n'entendais pas parler de l'égalité femmes-hommes. Et j'étais un peu déçue et je me demandais s'il allait en parler. Et à la fin, je m'en souviendrai toujours, il a dit « Et maintenant, je voudrais vous dire que dans mon quinquennat, il y aura une grande cause. Et cette grande cause, ce sera l'égalité entre les femmes et les hommes. » Et là, il a commencé à expliquer pourquoi il avait été profondément choqué de ces violences, des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, et comment, ensemble, on allait pouvoir réussir à trouver des solutions. Et je m'en souviens encore, j'ai envoyé un texto à Julien Normandie en lui disant « C'est génial, vous avez gardé la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes. On va faire plein de choses. » Et le soir même, on s'est réunis avec des marcheuses et des marcheurs, on était dans notre QG, et on a travaillé pour proposer des solutions. Et ça, c'était un moment formidable qui nous a amené à un autre meeting, le meeting de Lyon, que j'ai eu l'honneur d'ouvrir. Et à cette occasion, je me souviens que j'ai parlé des inégalités entre les femmes et les hommes. Je me souviens qu'on était tous ensemble. Et je me souviens que j'ai dit cette phrase au moment de passer le témoin à Bruno Bonnel, qui arrivait après moi sur scène. Je lui ai dit, quand on est en marche, on n'est jamais seul. Et je me souviens de cette phrase parce que je l'ai sortie comme ça sur scène. Et ensuite, pendant la campagne, il y a beaucoup de gens qui me l'ont rappelé. Et qui m'ont dit, c'est vrai, tu as raison, quand on est en marche, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec qui débattre, quelqu'un avec qui trouver des solutions, quelqu'un avec qui avancer. Et moi, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'en marche, c'est vraiment une aventure collective. On était ensemble, on n'était pas seuls, on s'est réunis dans ces comités et on est quand même un des seuls mouvements politiques où vous avez des personnes qui se réunissent sur la simple bonne volonté d'avoir envie de faire quelque chose et que cette bonne volonté, elle se retrouve dans un programme présidentiel. Elle devient une décision gouvernementale et elle peut même aller plus loin. J'ai eu un pincement au cœur positif quand j'ai entendu le président de la République, Emmanuel Macron, à l'ONU, dire que la grande cause de son quinquennat, il voulait désormais que ce soit une grande cause mondiale. Je me suis dit que c'est ça aussi la magie d'En Marche, c'est que quelque chose qui naît de l'idée d'un groupe de personnes très déterminées, d'un groupe de rêveurs obstinés, comme on disait, peut se retrouver en fait prononcé par le président de la République à l'ONU
devant les chefs d'État du monde entier. Et je pense qu'on a vraiment à être fiers ensemble de tout ce qu'on a fait pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour le congé maternité pour toutes les femmes, pour le Grenelle des violences conjugales, pour la création de la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, pour la lutte contre la précarité menstruelle, contre les inégalités de salaire, pour le soutien des femmes dans la tech et des femmes entrepreneuses, pour la lutte contre l'excision, pour la lutte contre les mariages forcés, les certificats de virginité, pour tout ce qu'on a fait ensemble. Parce qu'en fait, tout ça, on l'a fait ensemble. Et je crois que finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est que c'est vraiment quelque chose de collectif. On n'est pas toujours d'accord. On est comme une grande famille ou comme un groupe de rock à la fin d'une tournée. Quand on a terminé, parfois chacun reprend son chemin. Mais on pense toujours les uns aux autres. On s'appelle, on se manque, on échange, on s'engueule, on se réconcilie dans l'action, en soutien au président de la République, parce que c'est toujours notre projet. Et je crois que c'est absolument fondamental. Et moi, je voudrais vous dire qu'il y a des gens, il y a 5 ans, qui se moquaient de nous. Vous vous en souvenez, ceux qui étaient là? Il y a des gens, il y a 5 ans, qui nous disaient « Vous n'arriverez à rien, votre président, votre candidat ne sera pas élu, vous n'aurez pas de majorité, vous pouvez vous réunir dans une cabine téléphonique, vous êtes un petit club sympathique de gens exagérément enthousiastes qui n'a pas d'argent et qui n'a pas d'élus. » Bah peut-être, mais on avait plein de marcheurs. Et c'est ça notre richesse, et c'est ça notre force. Et on a réussi. Et je crois qu'on est déterminés à continuer à réussir. Parce qu'on ne s'est pas laissé définir il y a 5 ans par nos opposants. On ne s'est pas laissé définir par les cyniques, par les grincheux, par les défaitistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus qu'on se laisse définir par les cyniques, par les grincheux, par les défaitistes. Oui, on est des marcheurs. Oui, on est enthousiastes. Oui, on a envie de faire. Oui, on croit qu'il faut positiver. Et je voudrais vous dire, en notre nom à tous et à toutes, je crois, je voudrais vous dire à vous qui êtes derrière ces caméras dans cet endroit, je voudrais vous dire que vous nous manquez. Vous nous manquez terriblement. Et on a vraiment hâte de vous retrouver parce que cette aventure, elle vaut surtout pour toutes ces rencontres inoubliables qu'on a pu faire, pour tous ces gens incroyables avec qui on a échangé. Moi, je suis arrivée comme simple bénévole qui connaissait personne et qui envoyait des notes sur les droits des femmes. Et à peine 1 an après, j'ai été nommée au gouvernement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui font ça. Et en fait, j'ai toujours rencontré des gens solidaires, des gens qui étaient prêts à nous challenger, à nous défendre, à nous soutenir, à nous faire aller plus loin, à nous pousser. Et ça, on a besoin que vous puissiez continuer à le faire et qu'on puisse continuer à le faire ensemble. Alors, j'ai hâte qu'on retrouve les musiques du meeting, que je ne vais pas vous chanter ici. Et j'ai hâte qu'on retrouve les bousculades et qu'on se retrouve tous ensemble dans ces moments où on se donne rendez-vous et où on crie parce qu'on a énormément travaillé, qu'on s'est énormément retrouvés, qu'on a ri, qu'on s'est aimé, qu'on a parfois pleuré ensemble. Mais je crois qu'on peut encore réussir ensemble et faire réussir le pays. Et ça, c'est vraiment une aventure collective. Donc je vous dis, j'espère à bientôt. Et j'espère à bientôt dans un nouveau meeting. Au revoir. Merci beaucoup Marlène. Moi je me souviens il y a 5 ans, quand on recevait au QG toutes ces personnes avec nous, et avec Marlène, on rangeait les chaises, on les posait, on était tous les deux dans cette salle, et on se disait quand même, c'est important qu'on gagne cette élection, c'est important qu'on prenne le pouvoir pour que tout ce qu'on a entendu ce soir, eh bien, ce soit la France de demain. Et Marlène, tu l'as rappelé, c'est ce qu'on a réussi à faire, et maintenant il faut qu'on continue de se réinventer et qu'on continue d'avancer. Alors on parle des marcheuses et des marcheurs, on parle de ceux qui s'engagent. Il y a un marcheur, il est député, il est le rapporteur général du budget de la sécurité sociale, il est aussi médecin urgentiste, il s'appelle Thomas Mesnier. Bonsoir Thomas. Bonsoir Mounir, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de te retrouver, on se retrouvera dans l'hémicycle demain, mais ce soir, on va parler d'En Marche. Pendant la Grande Marche, le sujet de la santé était déjà au cœur de toutes nos préoccupations. On s'était rendu compte que ça allait être un sujet essentiel de ce quinquennat. Thomas, toi qui es engagé sur ces sujets depuis le premier jour, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé au pouvoir, et ce qu'il nous reste à faire, et ce que toi tu vois depuis là où tu es? On a fait beaucoup de choses, et c'est quelque chose de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Moi, je me revois il y a 5 ans, sortant de garde aux urgences, en ayant suivi ce ministre lancer son mouvement, et je me rappelle avoir adhéré en ligne
en rentrant chez moi. Et depuis, tout s'est enchaîné. On a beaucoup travaillé, porté par le diagnostic de la Grande Marche, par l'écoute des soignants. Et on y a répondu par le plan Ma Santé 2022, présenté par Emmanuel Macron en septembre 2018, pour réorganiser complètement notre système de santé, avec des mesures phares comme la suppression du numerus clausus. On a en ce moment les premières années de médecine qui vont être les premiers médecins sans numerus clausus. Ils arriveront dans 10 ans. On travaille aussi pour du très long terme. On a des choses sur le numérique en santé que vous allez pouvoir voir avec le DMP, avec l'espace numérique en santé, avant l'élection présidentielle. Et puis d'autres choses, parce qu'on voyait bien qu'on avait beaucoup agi sur la médecine de ville pour décharger l'hôpital, et les soignants des hôpitaux dont je suis nous disaient tout ce qu'il fallait encore faire. Et ça s'est concrétisé avec le Ségur de la santé, avec des augmentations pour nos soignants, pour reconnaître leur travail au quotidien, et puis un investissement sans précédent, 19 milliards d'euros pour nos hôpitaux. C'est, comme Olivier Véran l'a annoncé ce matin, un quart de milliard d'euros pour le CHU de Bordeaux. C'est sans précédent et c'est absolument fondateur dans ce quinquennat. Merci beaucoup. Là, tu viens beaucoup de parler de l'hôpital. Depuis plusieurs années, un des grands sujets, c'est aussi la santé au quotidien, partout sur le territoire, partout en France. Sur ce sujet aussi, tu as beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé, mais avec toi, avec chacun des marcheurs des ateliers, des comités locaux d'Angoulême à l'Assemblée nationale, avec tous les collègues. Et c'est vrai que dans la Grande Marche, on avait vu notamment ce qui était des petits, mais en fait des gros problèmes du quotidien, comme le disait Marlène, avec ces Français qui, faute de moyens, ne s'équipaient pas en lunettes, en prothèses auditives, en prothèses dentaires. Et quand on a voté dans le budget de la sécurité sociale le reste à charge zéro, le 100% santé, on voit bien avec cette réforme qui est entrée en vigueur pleinement depuis le 1er janvier qu'on a libéré de tous ces freins financiers l'accès à ces prothèses, et ça va permettre à tout un chacun de voir, de regarder, d'écouter, d'entendre, de sourire à l'autre. Et ça, c'est une des mesures absolument phares et une des mesures les plus sociales de ce quinquennat. Oui, merci Thomas. C'est une mesure dont on nous parle souvent quand on est député, quand on va à la rencontre des habitants. C'est un sujet qui les touche particulièrement. Aujourd'hui, la situation elle est particulièrement tendue dans les hôpitaux. On a été obligé de prendre des mesures complémentaires. Pendant le premier confinement, tu as repris ta blouse blanche de médecin urgentiste. Toi, aujourd'hui, comment vois-tu les choses? Comment tu les vois évoluer? La situation, elle est grave. C'est d'ailleurs pour ça que le président a porté des mesures supplémentaires mercredi dernier. On s'attend à avoir un pic des contaminations et des hospitalisations dans les 10 prochains jours à peu près, le temps que ces mesures tiennent leurs effets. Moi, je veux penser à ma famille des urgences, mais à tous les soignants qui tiennent formidablement depuis un an. On les remerciera jamais assez. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Je sais que c'est pénible, le masque, les gestes barrières, ces nouvelles restrictions, mais en fait, on en a vraiment plus que de besoin. Et donc, à chacun de tenir ensemble pour que ça laisse le temps à la vaccination de se déployer complètement sur tout le territoire, pour que d'ici l'été, tous les Français qui le veulent soient vaccinés et qu'on puisse, je l'espère, lâcher ça le plus rapidement possible. Merci encore Thomas, c'est notre souhait à tous. On se retrouve très bientôt. Alors, on a parlé... À très vite. On a parlé de ces 5 dernières années. On a parlé de ce qui a été notre boussole. Libérer, protéger, rassembler. On a voulu, à travers un film, revenir sur l'action de la majorité, sur l'action du gouvernement et sur toute l'action et l'engagement de notre mouvement. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron créait En Marche autour d'une promesse, renouer avec l'efficacité de l'action politique. Depuis, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. Malgré les crises, la France se transforme et nos vies changent. 3 piliers guident notre action. Libérer d'abord. Nous libérons le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% d'entre eux, c'est 780 € d'économie en moyenne. Pour des millions de Français, nous avons augmenté la prime d'activité de 90 € par mois et nous avons baissé l'impôt sur le revenu pour une économie de 300 € par foyer en moyenne. Nous libérons l'emploi pour notre jeunesse d'abord, en rendant l'apprentissage plus attractif. 2020 a ainsi été une année record, avec 500 000 jeunes apprentis. Pour l'emploi, il y a aussi le plan de relance de 100 milliards d'euros, qui permettra de réindustrialiser, de relocaliser des activités en France pour faire face à la crise sanitaire. Enfin, nous libérons nos entreprises, grandes comme petites, avec une baisse historique de l'impôt sur les sociétés et des impôts sur la production pour stimuler l'investissement dans l'économie française. Protéger ensuite. Nous protégeons la planète. Nous investissons 30 milliards d'euros pour une relance verte. Nous fermons les centrales à charbon
nous aidons, grâce à la prime à la conversion, des millions de Français pour l'achat d'un véhicule moins polluant. Nous protégeons la santé lorsque nous remboursons à 100% lunettes, appareils auditifs et prothèses dentaires pour ceux qui en ont besoin, en mettant fin au numerus clausus des étudiants en médecine, en investissant comme jamais dans l'hôpital et dans les salaires des soignants. Nous protégeons les femmes grâce à une meilleure formation des policiers, la mise en place du bracelet anti-rapprochement des conjoints violents, mais aussi en mettant fin aux impayés de leurs ex-conjoints grâce au versement automatique des pensions alimentaires. Nous protégeons les jeunes avec le dédoublement des classes en CP et CE1 qui favorise un meilleur suivi et donc une éducation de meilleure qualité. Nous permettons aux jeunes les plus démunis de manger à la cantine pour 1 € par jour. Nous facilitons leur recherche d'emploi avec la plateforme Un jeune, une solution. Rassemblés, enfin. Nous rassemblons autour d'un nouveau pacte territorial avec 2000 maisons France Service pour donner accès aux services publics où que l'on habite. Nous rassemblons autour d'une renaissance européenne avec 23 nouveaux élus progressistes, mais aussi avec un plan de relance européen historique de 750 milliards d'euros. Nous rassemblons, enfin, en replaçant les citoyens au cœur de la démocratie, au travers du grand débat national ou encore de la Convention citoyenne pour le climat. Notre raison d'être, c'est l'action. Poursuivons l'effort entamé en 2017 pour améliorer le quotidien des Français. Faisons-le ensemble. Alors on a parlé là pendant cette vidéo des 3 piliers qui guident notre action. Notre action, elle peut être nationale, c'est par exemple ce que tu fais, Mounir, au quotidien en tant que député. Et puis notre action, elle est aussi locale. Elle l'est particulièrement, en tout cas peut-être encore davantage depuis 18 mois, avec cette échéance à la fois formidable et difficile qui a été les élections municipales. Alors moi je pourrais vous en parler longtemps parce qu'en tant que candidate, je l'ai forcément vécu d'une façon particulière et je sais que derrière les écrans, vous étiez très nombreuses et nombreuses à être sur des listes. C'est ça aussi aujourd'hui notre action au quotidien chez En Marche, c'est continuer à travailler cet ancrage local. Ça prend du temps, Rome ne s'est pas faite en un jour et en même temps ça doit rester un des piliers qui guide notre action. Alors pour je dirais, illustrer ça, on va vous proposer une petite vidéo de Dominique Faure, qui est une marcheuse et qui est maire de Saint-Orens-de-Gameville. Bonjour, Dominique Faure. Je suis maire de Saint-Orens-de-Gameville, une commune de 13 000 habitants, première couronne toulousaine. Et je suis première vice-présidente de Toulouse Métropole, qui est notre intercommunalité. Je vous accueille ici dans le cadre d'un projet que nous portons en ce début de mandat, qui est un projet de réhabilitation et de rénovation du Château Catala. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de France Relance, du plan de relance du gouvernement, pour lequel aujourd'hui on est accompagné sur la composante transition énergétique de ce projet. Le premier et le deuxième étage n'étaient pas accessibles, les fenêtres ne sont pas très bien isolées. Donc autour de ce projet de transformation énergétique de ce bâtiment, on a profité pour travailler à son accessibilité, bien sûr. Et donc au-delà de ça, on porte aussi un projet dans ce château de café citoyen, de café solidaire, visant à créer du lien entre les habitants de ce quartier. On est ici dans un quartier assez éloigné du centre-ville de notre commune, du cœur de ville de la commune. Et c'est un quartier dans lequel il y a beaucoup d'intergénérationnalité, de partage, de lien social. Et donc ce café citoyen était véritablement le fruit de la concertation que nous avons conduite avec nos concitoyens dans ce quartier. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'espère pouvoir d'ici 2 ans vous montrer ce château rénové. Et au-delà de ce château, nous allons rénover le pigeonnier juste à côté et nous allons rénover une halle qui aujourd'hui est ouverte et qui va devenir une salle de danse parce que la composante culturelle était pour nous indispensable dans ce projet. Elle était appelée de ses voeux par nos concitoyens, parce que ça sera bien sûr une salle qui accueillera de la gym douce et des activités artistiques des plus jeunes à nos seniors. Ce projet de Château Catala avec son pigeonnier, sa halle et ces salles qui vont être à destination de nos associations avec ce café solidaire illustre, me semble bien, toute l'action politique que l'on mène à l'échelon local. Merci beaucoup Dominique, ça donne très envie de venir à Saint-Orens-de-Gameville et je pense qu'on est tous impatients de pouvoir venir découvrir tous ces projets que vous avez réalisés. Maintenant Maude, c'est le moment où on va prendre l'appel d'un marcheur. L'appel d'un marcheur, tu vas appeler qui ?
Écoute, avant d'organiser l'événement, on a proposé à certains marcheurs qui s'étaient inscrits de poser des questions. Et c'est Rémi Grimard qui a été sélectionné. Rémi, est-ce que tu es en ligne? Oui, bonjour Mounir, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour Alors, Rémi. dis-nous, quelle est ta question? Alors, ma question porte autour de la transition écologique. Et c'était pour savoir comment le mouvement va profiter de la crise et de la mutation de la société qui va entraîner pour aller encore plus loin dans la transition écologique. On a vu la loi Egalim, on a vu la loi AGEC qui était faite par le gouvernement, puis aussi et maintenant la loi Climat et Résilience qui est en train de passer à l'Assemblée nationale. Comment, dans la perspective de la campagne présidentielle de 2022, on va pouvoir encore aller plus loin dans la transition écologique? Merci beaucoup, Rémi. Écoute, cette question, elle est essentielle et elle permet aussi de placer le rôle du mouvement. Le mouvement La République En Marche, il est là pour avoir un temps d'avance. Et sur le sujet du climat et sur le sujet de l'environnement, tu as raison de rappeler qu'on avait dit beaucoup de choses en 2017. On a fait beaucoup depuis. Tu as rappelé la loi Egalim, la loi sur l'économie circulaire et là en ce moment la loi climat. Je fais moi-même partie de la commission spéciale de cette loi à l'Assemblée nationale. Mais le mouvement, ça faisait longtemps qu'il s'était engagé sur certains sujets. Et je vais prendre un exemple, le chèque alimentation durable. Quand on avait fait le grand diagnostic il y a près d'1 an et demi, les marcheurs avaient fait remonter un sujet, celui du chèque alimentation durable. Dire, on pourrait réunir à la fois l'enjeu social, l'enjeu de sauvetage de la planète et l'enjeu climatique, et ensemble avoir un impact en même temps sur l'économie et sur nos agriculteurs. Et ça pouvait s'incarner à travers un chèque. Le mouvement l'a porté, on a fait des propositions, ensuite le groupe à l'Assemblée a pris les propositions du mouvement pour les transformer en propositions législatives. On a demandé au gouvernement d'apporter des réponses. En commission, nous l'avons voté il y a près de 2 semaines. Et la semaine prochaine, dans l'hémicycle, on espère enfin l'annonce de ce chèque par le gouvernement. Ça, c'est le signe que quand le mouvement prend de l'avance sur un sujet, nous aussi, on peut apporter de l'accélération. Eh bien, d'ici 2022, il faudra que le mouvement garde ce temps d'avance et que sur tous les sujets environnementaux, on soit capable de dire là, ici, à cet endroit, parce qu'on a écouté les marcheurs, on est capable d'identifier les sujets qui vont construire notre avenir. D'accord, merci beaucoup Mounir. Merci beaucoup Rémi et à très bientôt sur ces sujets. À très vite. Merci Rémi et merci Mounir pour ta réponse et pour ces éclairages. Effectivement, l'écologie, ça se travaille à l'échelle locale, ça se travaille à l'échelle nationale et puis ça se travaille aussi à l'échelle européenne. Oui Maud, tu as raison. Et sur ces sujets européens et internationaux, on doit se rendre compte que La République En Marche, en France, elle n'est pas seule. Elle est, à travers l'Europe et à travers le monde, un mouvement politique qui est rejoint par d'autres mouvements politiques qui, chacun dans leur pays, portent ce regard progressiste. Et ce soir, on a un expert américain et anglais, Matt Brown, qui va avec nous, dans cet échange, nous parler de la vision des autres mouvements progressistes à travers le monde. Matt Brown, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir, Mounir. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci encore d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Matt, avant de préparer cette soirée, on a beaucoup échangé ensemble. J'aimerais que tu nous dises, en 2017, quand le mouvement En Marche est créé, qu'est-ce que ça a provoqué chez les autres partis progressistes dans le monde? Comment est-ce que ça a été vu? Est-ce que ça a été vu comme quelque chose de différent? Oui, sans doute. Et franchement, je dois vous dire que c'est incroyable que c'est juste 5 ans qu'on a regardé la France et ce qu'En Marche a fait. Je sais bien que c'est un moment difficile pour nous tous, avec la pandémie, et que ce n'est pas une soirée de célébration, mais je veux vraiment vous féliciter avec le succès que vous avez eu. Je pense que créer une partie de rien, c'est un succès sans précédent. Quand je parle avec des amis, des collègues autour du monde, aux États-Unis, ailleurs, je pense pour moi il y a 3 éléments qu'on a tirés de votre expériment. Le premier, c'est que en fait, les fondateurs d'En Marche ont réalisé que la politique en France était dans l'impasse, c'est-à-dire en anglais, politics was broken. Et pour changer ça, il faut en fait faire la politique d'une nouvelle manière. Et pour moi, l'idée de mettre les militants au cœur de cette manière de faire la politique, c'était presque révolutionnaire. On a déjà vu ça un peu avec la campagne d'Obama, mais je pense que c'est allé beaucoup plus loin avec En Marche. Et en 2 manières, je dirais que
en gouvernement, vous avez continué en fait d'élargir le nombre de gens, encourager des gens de participer à la politique, et aussi avec une innovation du système de gouvernance. Donc je pense que le grand débat qui a été fait par le président, mais aussi la convention sur le climat pour les citoyens. Vraiment, ça c'est extraordinaire, et on vous regarde avec je dirais, un peu de jalousie. Et ces trois caractéristiques, pour moi, je dirais que c'est vraiment l'innovation, la participation et mettons les militants au cœur d'un mouvement. Je pense que c'est une base fondamentale pour faire la politique de notre manière. Merci beaucoup, Matt. Oui, tu as raison. Ce qui est au fondement d'En Marche, c'est de placer les militants au cœur du mouvement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est réunis. Matt, toi, tu as la chance de parler régulièrement avec de nombreux partis progressistes à travers le monde. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les grands débats actuels, quels sont les nouveaux enjeux de conquête des partis progressistes à travers le monde? Sur quel sujet aujourd'hui on doit avoir un œil grand ouvert? Moi, je crois que le plus grand défi qui est devant nous maintenant, c'est en fait de protéger la démocratie elle-même. Je dirais que nous sommes dans le 21e siècle dans une autre situation. Le 20e siècle, c'était une confrontation entre le communisme et le capitalisme. Là, il y a une concurrence, si vous voulez, entre les systèmes de capitalisme, soit sociodémocrates, libéraux, mais aussi des choses illibéraux et autoritaires. Et moi, j'ai peur que des fois, des systèmes autoritaires gagnent. On pense, si vous voulez, de la force croissante en Chine ou la résurgence de la Russie. Ça un peu a changé le balance du système international. Mais même si on pense en Europe, en Pologne, en Hongrie, je vois fortement que les valeurs de la démocratie sont mises en question par les citoyens. Et il faut accepter, pas juste que c'est une question de démocratie, mais que ces systèmes ces gouvernements, ils ont le soutien des forces populaires. Et pourquoi? Je pense que pour beaucoup de gens, la démocratie ne marche pas. Donc, ils sont prêts à donner la force, le pouvoir à des gens perçus comme les gens capables de bouleverser le système. Le système, en anglais, on dit le system is rigged. Et donc, ces gens-là, ils veulent quelqu'un qui a la capacité, la force de bouleverser les systèmes. Et pour nous, je pense que le grand challenge, c'est en fait de promouvoir la démocratie, de mettre en œuvre les politiques qui changent la vie de ces citoyens. Comment dire, make democracy great again. Et si on peut faire ça, donc on est capable aussi de réaliser les grands challenges comme les climats et l'égalité. Oui, merci beaucoup, Matt, tu as raison. Sur ce sujet, je crois qu'on en est très conscient en France ces derniers mois. Il y a un vrai sujet aujourd'hui avec le capitalisme autoritaire, comme tu l'appelles, face à un capitalisme démocrate, tempéré socialement, et un capitalisme ultralibéral. Et face à ces questions, il faut que nos mouvements soient capables de répondre. J'ai une dernière question pour toi, Matt. 2022, c'est une année particulière. Il va y avoir l'élection présidentielle en France. Et tu m'as dit, pendant qu'on préparait cette émission, ça va être très important et vous serez très regardés. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que cette élection en France va être si importante ? Moi, je pense que c'est une élection nationale revêt une importance mondiale. Je pense, par exemple, en novembre l'année dernière, on a tous regardé les élections présidentielles aux États-Unis. Heureusement, c'est Biden qui a gagné. Mais je pense que, comme l'année dernière, en mai, l'année prochaine, le monde regardera la France. Et pourquoi? Cette année-ci, il y a Merkel qui quitte la scène. Donc, on attend beaucoup plus de la France et de la présidence d'Emmanuel Macron. Donc, cette élection en mai 2022, c'est une élection qui est cruciale, pas juste pour l'avenir de la France, mais pour l'Europe et pour le monde entier, l'alliance transatlantique, si vous voulez. Donc, sans doute, il faut savoir que le monde vous regardera et je pense aussi que le monde attendra beaucoup des marcheurs.
Le monde nous regarde. Merci beaucoup, Matt, et à très bientôt. À bientôt. Courage. Merci beaucoup, Matt, et merci beaucoup, Mounir, pour ces riches échanges. Alors, l'action, la volonté de faire avancer les choses, d'être dans le concret, nous le sommes tous, vous l'êtes tous, et puis évidemment, lorsqu'on est au gouvernement, on l'est aussi. Et donc il y a quelqu'un ce soir qui a souhaité vous laisser un mot, quelqu'un qui est une voix singulière au sein de la majorité présidentielle, qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron pendant 3 ans. Mesdames et messieurs, on a le plaisir et l'honneur d'avoir pour vous un petit message de la part d'Édouard Philippe. Bonjour à tous. Au début du mois de septembre 2019, à Bordeaux, c'était le campus des territoires, j'étais alors Premier ministre et j'avais été invité par En Marche, par Stanislas notamment, à venir prononcer un discours de clôture où on m'avait demandé de dire quelque chose. Donc j'avais dit quelque chose, et notamment j'avais dit que si je devais un jour me présenter à des élections municipales, ce serait au Havre, parce que mes tripes avaient un goût d'eau salée, j'avais dit à l'époque. Et donc je vous parle du Havre aujourd'hui, où je suis désormais maire, et je suis heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous à la fois l'anniversaire d'En Marche, ces 5 années assez étonnantes que vous avez vécues, et aussi ce qui motive et ce qui, au fond, fait fonctionner notre engagement politique. Je me souviens très bien qu'à Bordeaux, en ce début du mois de septembre 2019, au-delà de parler des municipales, j'avais évoqué l'engagement politique et singulièrement l'engagement partisan. Et ça pouvait sembler bizarre que j'évoque ce sujet, puisque je n'étais à l'époque pas membre d'En Marche, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, mais j'avais dit combien au fond l'engagement politique était évidemment respectable, mais combien l'engagement partisan était respectable. Parce que la Constitution de la Ve République le dit de la façon la plus claire et je pense la plus décisive possible, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils concourent à l'expression du suffrage. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas structurer un débat public sans parti politique. Ce que ça veut dire, c'est que les partis politiques ont la fonction d'organiser le recrutement, de former, de sélectionner et de nourrir le débat public. Et c'est une responsabilité démocratique éminente. Bien sûr, ils ont mauvaise presse. Bien sûr, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'engagement politique dénigrent les partis. Bien sûr, parfois, et peut-être ai-je donné ce sentiment, les responsables politiques eux-mêmes font comme si ces partis n'étaient pas, au fond, des entités indispensables. Mais la vérité vraie, c'est qu'une démocratie qui fonctionne a besoin de partis politiques. C'est le choix que vous avez fait, de vous réunir, de suivre le président de la République au moment de sa candidature, de continuer à l'accompagner loyalement, fidèlement, de soutenir le gouvernement. Et je dois dire que j'ai toujours, lorsque j'étais Premier ministre, pu compter sur En Marche, sur les responsables politiques qui dirigeaient la structure et sur le mouvement lui-même. Et je ne l'oublie pas et je lui en suis très reconnaissant et je leur en sais très reconnaissant. Je leur en suis très reconnaissant. Comme quoi, vous voyez, on peut faire des fautes de français encore à mon âge. Une des choses qui va avec l'engagement politique, c'est parfois la difficulté à faire face à toutes les critiques auxquelles on peut avoir à faire face. Les critiques dont vous êtes l'objet, les critiques dont vous êtes l'objet quand vous soutenez l'action du gouvernement ou du président de la République. La lassitude parfois devant le constat de la difficulté à faire passer une idée du domaine justement des idées au domaine de la réalité. Il y a une forme de viscosité du réel, de résistance du réel à transformer la vie telle qu'on aimerait pouvoir le faire, qui est parfois lassante, parfois difficile, et qui parfois peut, au fond, conduire à une forme de découragement, à une forme de lassitude, peut-être même à une forme d'amertume. Et je pense qu'il faut s'en prémunir complètement. Je pense qu'il faut garder un très grand enthousiasme devant l'action politique. Et c'est une des choses qui me frappe chez les amis que je peux avoir dans le monde partisan, évidemment à En Marche, parfois ailleurs, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, même s'ils savent et même si au fur et à mesure ils se rendent compte de plus en plus de la difficulté de l'action politique, ils conservent au fond d'eux-mêmes cette volonté de changer le monde, de faire en sorte que la France soit plus forte, qu'elle soit plus belle, qu'elle soit plus accueillante, attractive, qu'elle soit au fond conforme à l'idée qu'ils s'en font.
Et cette étincelle-là, elle est au cœur d'En Marche, elle est au cœur de l'engagement partisan en général. Et c'est une sacrée étincelle. Et c'est à vous de la garder et de la faire fructifier. Merci beaucoup. Merci Édouard Philippe pour ce témoignage au goût d'eau salée. Bon, Édouard, tu as beaucoup parlé d'engagement, tu as beaucoup parlé de la force de l'engagement. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, notre mouvement travaille sur une nouvelle initiative, celle qui favorise à faire émerger partout dans nos rangs de nombreuses causes et coalitions. On a voulu réaliser ce petit film pour expliquer ce dispositif et nous accueillerons juste ensuite Jean-Marc Borrello. Citoyens, élus, femmes et hommes engagés, nous avons le même objectif, répondre aux défis de notre société, transformer, innover, progresser pour améliorer nos vies. Nous avons besoin d'agir. Pour une idée, pour un combat, pour une cause. Retrouvons-nous pour faire de nos émotions des actions collectives, pour devenir les acteurs de nos combats politiques. Je m'engage pour une cause. Pourunecause.fr. Cette cause de l'engagement, ce sujet de l'engagement, j'en suis certain, il va tous nous animer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Pour en parler, je vous propose d'accueillir ce soir Jean-Marc Borrello. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire quelle est la philosophie derrière ces causes et coalitions? Qu'est-ce que c'est? De quoi on va parler? Et pourquoi est-ce que c'était extrêmement important de le faire? La première constatation est extrêmement simple. Les Français s'engagent et s'engagent de plus en plus pour un certain nombre de causes, d'idées, de projets concrets. Et donc l'idée des causes et des coalitions, c'était d'abord d'aller vers eux et de leur demander leur avis sur ce qui leur paraît important, ce qui leur paraît urgent de faire, à quel rythme, comment peut-on organiser tous les sujets, qui soient d'ailleurs des sujets théoriques, ou qu'ils soient des sujets concrets, parce qu'une cause, ça peut être extrêmement théorique, ça peut être l'économie, ou ça peut être l'aménagement de la place de son village, ça peut être l'alimentation bio à la cantine, ça peut être toute une série de choses. Donc, aller vers les Français, leur permettre de s'exprimer, les écouter, leur permettre de débattre, parce que la démocratie, c'est la capacité d'organiser des débats, et puis, à partir de ces débats, à partir de ces confrontations, la possibilité de construire une alternative, une nouvelle proposition. Et c'est pour ça que nous avons appelé ça « pour une cause », puisqu'on s'engage dans le positif pour réaliser quelque chose. Et évidemment, ces multiples causes, il y en a plus de 300 depuis quelques heures. 300 causes sont nées sur le site qui vous attend et qui est en ligne. À partir de là, on va leur permettre de retrouver une coalition qui, par thème, il y en a 21 aujourd'hui, vont permettre de travailler sur des grands sujets, la justice, le droit, l'écologie, etc., etc. Et pour qu'on soit encore plus précis pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie de rejoindre ces causes, une cause, ça se définit comment comme champ? Est-ce que toutes ces causes doivent être d'accord les unes avec les autres? Qui est-ce qui peut les porter? Qui est-ce qui peut les rejoindre? Si tout le monde devait être d'accord les uns avec les autres, on ne l'aurait pas fait, par prudence. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de règles particulières en dehors du fait, évidemment, de respecter ce que nous appelons la charte du progressisme, c'est-à-dire de respecter les sujets fondamentaux qui vont des droits de l'homme au respect des individus, en passant par tous les sujets qui ont été développés. Tout le monde peut créer une cause. Il faut rassembler autour d'une cause un certain nombre de gens qui ont envie d'y participer, d'apporter leur point de vue. On peut avoir des causes qui ne seront pas d'accord entre elles et on organisera le débat en permettant aux uns et aux autres d'avoir des éléments concrets, tangibles sur tel ou tel sujet. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous aimerions faire encore? Qu'est-ce qui serait idéal de faire? Et ça créera ces causes et ces coalitions qui évidemment trouveront un écho au niveau des coalitions avec un groupe à la fois de politiques, à la fois d'experts, à la fois de personnalités emblématiques du sujet, qui pourront transformer ça en propositions
pour demain, après-demain ou dans plus longtemps. Ce que tu viens de dire là sur la fin est très important parce que dans la démocratie participative, un des enjeux, c'est qu'on ne débatte pas pour du vent. C'est comment, quand on s'engage pour un sujet, derrière, ça se transforme en réel. On en parle depuis le début de la soirée. Des choses dont on a parlé en 2017, on les a amenées jusqu'au pouvoir et on les a vraiment faites. Comment on va articuler ça avec les coalitions et comment on va accompagner ces porteurs de cause pour les aider à transformer leurs intuitions, leurs diagnostics en véritables solutions? Alors l'idée, c'est à partir d'une intuition personnelle ou collective, rencontrer la réalité, rencontrer les difficultés, rencontrer les points de vue différents, apprendre à débattre, apprendre à respecter l'autre, apprendre à être bienveillant avec ceux qui pensent différemment de nous, et à partir de là, proposer des sujets alternatifs. Comment peut-on construire différemment tel ou tel sujet? Donc évidemment, nous allons équiper les porteurs de cause. D'abord, ils disposeront d'outils, mais ça va leur être expliqué un peu plus tard. Ils auront des outils à leur disposition. On fera en sorte de leur passer l'éclairage des experts. On fera en sorte qu'ils puissent éventuellement rencontrer des politiques qui pourront prendre dans les causes une possibilité de débat. Et peut-être qu'un jour, certaines des causes deviendront des textes et seront soumis au Parlement. Et en tout cas, faire en sorte de transformer une intuition individuelle en un projet qui transforme la réalité, puisque nous sommes assez attachés à la transformation de la réalité et pas à l'acquisition de droits formels. Je suis très d'accord avec toi et ce dont on doit vraiment prendre conscience, c'est que ça, c'est ce qui se passait en coulisses dans les partis, sans forcément les militants, les experts qui se réunissaient, qui faisaient les solutions. Là, pour la première fois, on va aller jusqu'au bout de la démarche de la Grande Marche et on va complètement ouvrir le processus de transformation et de création d'idées. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui s'engagent? Le dernier mot, c'est que d'abord, on va aller vers les militants et au-delà. Militants, sympathisants, ceux que ça intéresse et qui ne sont pas militants. Un nombre de plus en plus important de Français se passionnent pour des sujets et n'ont pas envie d'adhérer à un mouvement politique. Ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus pour exposer leur cause. Ils sont bienvenus pour débattre. Et leurs projets remonteront vers les coalitions dont on a parlé. Donc je crois que le sujet, c'est de près de 300 en une après-midi. Nous arriverons très vite à 10 fois ou 100 fois ce chiffre. Il faut participer à ce projet qui est lancé. Nous sommes réalistes, donc nous faisons avec le monde tel qu'il est. Mais en même temps, nous sommes idéalistes. Et donc nous faisons avec le monde tel qu'il est sans jamais vraiment l'accepter. Donc engagez-vous pour une cause. Vous êtes bienvenus. Vous êtes chez vous, En Marche. Merci encore Jean-Marc, tu es toujours une source d'inspiration pour nous tous. Merci encore. Merci Mounir. Vous l'avez entendu, pourunecause.fr. Alors pour continuer sur ce sujet des causes, on a voulu inviter une femme qui s'est elle aussi engagée pour un sujet, qui est partie de cette première intuition et qui a décidé qu'elle allait rassembler autour d'elle, qu'elle allait tenter de transformer les choses autour d'elle. Et elle va nous le raconter ce soir. Rachel Flore, bonsoir. Merci beaucoup Mounir, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir pour que je vous présente l'action que je mène avec l'association Stop Ficha, l'association que j'ai cofondée. Stop Ficha, ça a commencé il y a 1 an, c'était pendant le premier confinement. Alors moi j'étais confinée et comme beaucoup d'entre vous et comme beaucoup d'autres, j'ai eu envie d'être utile. Je me suis dit comment moi aussi je peux aider, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, je suis avocate, je suis spécialisée en droit pénal et j'ai une affinité toute particulière avec la lutte pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. Donc, je me suis dit, je vais créer un compte Instagram et je vais dire que je suis avocate et que je fais du droit pénal et je vais dire que je peux aider les femmes qui sont victimes de violences pendant le confinement. Alors, j'ai créé ce compte Instagram et j'ai commencé à recevoir des messages. Et là, j'ai reçu un message qui m'a particulièrement marquée. J'ai reçu un message d'une jeune femme, une activiste féministe très active, qui avait conscience d'un phénomène grandissant, le phénomène des comptes Ficha. Alors, les comptes Ficha, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des comptes qui se créent sur les réseaux sociaux et qui ont pour objet de diffuser massivement des contenus à caractère sexuel sans consentement. Et ça, en fait, ça, c'est une infraction pénale. Alors, à partir de ce moment-là, on a pris conscience de ce phénomène, on a commencé à regarder ce qui se passait et on s'est rendu compte très vite qu'en fait, la majorité des victimes sont des femmes. Le sentiment qu'on a eu finalement, c'était de se dire, on est confinés, donc ceux qui ont l'habitude d'agresser les femmes dans la rue n'ont plus accès à la rue. Ils ont trouvé un nouvel espace pour les agresser, Internet.
En fait, ce phénomène des comptes ficha, ficha ça veut dire afficher en verlan, c'est l'objet même, c'est d'humilier les jeunes femmes qui apparaissent sur ces comptes. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui était nouveau par contre, c'est l'amplification de ce phénomène avec le confinement. En fait, c'est assez simple, on comprend très vite. Pendant le confinement, il y a une explosion du trafic Internet. Qui dit explosion du trafic Internet dit augmentation des contenus partagés et augmentation des personnes qui voient ces contenus. On avait même des comptes ficha qui avaient jusqu'à 230 000 personnes sur ces groupes. Et c'est aussi une augmentation des conséquences pour la victime, puisqu'il faut bien se rendre compte que pendant un confinement, les victimes, elles sont parfaitement isolées. Elles se trouvent chez elles, seules, loin de leurs amis, loin d'associations qui pourraient leur aider. Alors, à partir de là, on a commencé à travailler. La première chose que j'ai faite, c'était de rédiger un document. Le document était très simple. Je disais ce qu'une victime pouvait faire si elle se retrouvait à être victime d'un compte ficha, et je disais aussi ce qu'on pouvait faire si on était témoin de ces comptes. Et ce document, on a essayé de le diffuser le plus largement possible. Et en fait, on a commencé à recevoir des messages. Alors, on a commencé à recevoir des messages, il y avait des victimes qui nous demandaient de l'aide, il y avait aussi des témoins qui nous disaient « Ah, faites attention, il y a un compte ficha qui vient de se créer ». Et il y a aussi des gens qui, comme nous, prenaient conscience de ce phénomène et avaient envie d'aider, avaient envie d'être utiles. En fait, c'est comme ça qu'est né le collectif. C'est comme ça qu'est né le collectif Stop Ficha. Alors qu'on ne se connaissait pas avec les cofondatrices, on s'est mis à travailler ensemble. On était confinés, il faut se rendre compte, aux 4 coins de la France, et on travaillait ensemble tous les jours. Au fur et à mesure, on a structuré l'action de notre association autour de 3 grands axes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les victimes, on signale les comptes ficha dont on a connaissance, et enfin, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on cherche absolument à sensibiliser l'opinion publique à ces sujets qui sont émergents, qui sont ceux de la pornodivulgation et ceux plus généralement du cybersexisme. Dans une semaine, on aura 1 an avec Stop Ficha. Alors au bout d'1 an, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà fédéré une communauté de 16 000 personnes. On a accompagné des victimes par centaines. On est aussi depuis nous-mêmes devenus une association loi de 1901. Et surtout, on a réussi à imposer cette notion de cybersexisme dans le débat public. Sans cela, je ne serais pas là ce soir, je ne vous parlerai pas ce soir. Parce qu'une chose est certaine, c'est que si aujourd'hui certains d'entre vous savent ce qu'est un compte ficha, vous étiez beaucoup moins nombreux à le savoir il y a 1 an. Alors évidemment, ça fait qu'1 an, il nous reste des milliers de choses à faire. Je pense notamment au travail de sensibilisation des magistrats, des policiers, aussi des jeunes adolescents, puisqu'en fait c'est souvent eux qui se retrouvent à être victimes, les premières victimes et les premiers auteurs de comptes ficha. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'en 1 an, on a vu énormément de progrès, et je pense notamment aux dispositions législatives portées par Laetitia Avia. Mais donc en fait, ce soir, c'est une soirée sur l'engagement. L'engagement, en fait, c'est tout simplement passer à l'action. Il y a 1001 manières de le faire. Je ne vais pas vous dire comment le faire. Les causes et coalitions d'En Marche sont une manière. Il y en a évidemment d'autres. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est réfléchissez. Réfléchissez aux injustices qui vous insupportent. Réfléchissez aux causes qui vous tiennent à cœur. Ça peut être l'écologie, l'égalité des chances. Il y en a par milliers. Ensuite, demandez-vous ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez être utile. Et enfin, lancez-vous, allez-y. Ça ne doit pas être compliqué au début, il ne faut surtout pas que ça le soit. Quand j'y pense, en fait, Stop Ficha, c'est juste un compte Instagram, c'est pas grand-chose. Alors moi, voilà, je vous dis bon courage, bonne chance. Je vous souhaite évidemment de réussir. Pour ma part, je sais qu'avec Stop Ficha, nous ne sommes qu'aux prémices de ce que nous pouvons faire, de ce que nous allons faire. Et vous pourrez compter sur moi pour me battre sans relâche pour la cause des femmes. Merci encore, Rachel Flor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mounir. À très bientôt. Alors, vous l'avez entendu, une première intuition, le diagnostic d'une injustice et la volonté de se dire qu'on peut réunir autour de soi d'autres personnes qui partagent ce diagnostic et avec qui on est prêt à construire des solutions et ensuite faire grandir ces solutions pour les amener dans le réel. C'est ce que Rachel Flor a fait
dans le cadre de l'association qu'elle a créée. Et c'est ce qu'on espère faire naître parmi les très nombreuses causes qui sont déjà répertoriées sur le site pourunecause.fr et les centaines et les milliers à venir dans les semaines et les mois prochains. Ce soir, on va recevoir en direct, alors on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, Richard, qui est un ami marcheur et qui va nous parler de sa cause, du sujet pour lequel il a décidé de s'engager. Salut Richard. Bonsoir Mounir, je suis content de te trouver, bien que nous ayons un écran entre nous. Et on est impatient de se retrouver en vrai. Quelle est la cause qui t'anime et qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois? Et aussi une question importante, je te connais, mais qui es-tu Richard? Voilà, eh bien écoute, j'ai 64 ans. Je suis consultant en politique culturelle, mais toujours donc en activité et pas encore à la retraite. Alors, depuis 2 ans, nous avons créé avec un certain nombre de seniors un collectif qui s'appelle Boomers en M, Boomers EM, et lequel travaille sur différentes thématiques, évidemment, qui touchent aux seniors. Mais alors, pour ma part, il y a une thématique qui m'est chère et je souhaiterais qu'elle devienne une cause, et une grande cause, c'est celle du bénévolat des seniors. Pourquoi? Eh bien, parce que nous savons que les seniors sont très nombreux dans les associations caritatives, même dans les autres associations, dans tous les domaines. La seule chose, c'est que nous avons constaté que depuis une dizaine d'années, ils sont moins nombreux qu'avant. Donc, moi, je voudrais qu'on retrouve cette grande influence de ces seniors dans les associations, parce que les associations ont besoin de leur énergie, ont besoin de ces gens qui sont tout à fait actifs. Et d'autre part, les seniors ont besoin de garder leur santé psychologique et physique en participant à ces associations et donc en gagnant en sociabilisation. Donc ma cause, elle est simple. Je voudrais réunir un grand nombre de seniors de partout pour que nous réfléchissions aux solutions pour apporter, pour répondre à cette, pour valoriser les seniors dans les associations. Voilà ma cause, Mounir. Merci beaucoup Richard, tu as raison de le redire. C'est important. Aujourd'hui, dans cette période de Covid-19, on parle beaucoup des seniors comme de personnes faibles qu'il faut absolument protéger. Je crois qu'il est très important aussi de rappeler que les seniors sont une force vive de notre nation, qu'ils sont parmi les premiers engagés des associations et ce que tu portes aujourd'hui comme cause mérite que l'on puisse mobiliser autour d'elle. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment le nouveau dispositif qui est mis en place par En Marche peut être utile. Sur ce sujet, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Marc, il va y avoir la plateforme pourunecause.fr qui va être lancée. Sur cette plateforme, tu vas pouvoir créer la page de ta cause. Sur cette cause, tu pourras la décrire en quelques mots, en quelques phrases, dire qui tu es, pourquoi c'est important, et puis dire aussi ce que tu attends de ceux qui vont rejoindre, en disant, voilà, on est 2, on est 3, ou je suis seul, on pourra faire des causes et démarrer seul, mais on a besoin d'être plusieurs pour comprendre. Sur cette cause, tu vas pouvoir avoir des outils qui vont t'aider à faire, par exemple, une pétition. Tu vas pouvoir avoir un espace de travail. Tu vas avoir accès, en posant des questions et en demandant ce soutien, à un soutien des experts du mouvement qui vont pouvoir dire « Ah ben, tu es une dizaine de personnes, vous avez réussi à faire un premier diagnostic, vous vous posez quelques questions, par exemple, sur l'évaluation financière d'un sujet. » Eh bien, nous, on va pouvoir vous aider, vous trouver le député expert du sujet, un expert venu d'ailleurs, et ainsi et ainsi. Et quand tu auras réussi, grâce à cet engagement de tous, à faire de cette cause une cause qui rassemble énormément, alors elle pourra faire partie de la coalition et pourquoi pas devenir une proposition opérationnelle pour 2022 ou peut-être avant et inspirer les politiques publiques. Parce qu'encore une fois, l'enjeu, c'est partir de l'intuition, rassembler pour avoir de l'impact. Bon, eh bien, écoute, Mounir, je vais faire tout ça, et puis je pense que nous arriverons à défendre cette cause pour qu'elle aboutisse. Voilà. Écoute Richard, moi j'ai un message à tous ceux qui nous regardent et qui sont d'accord avec toi. Retrouvez-le sur la plateforme pourunecause.fr dans quelques jours. Tu t'engages à la mettre en ligne d'ici la fin de la semaine? Ah, je m'engage, ça c'est certain. Alors si tu t'engages, on s'engage avec toi. Je suis engagé depuis 5 ans. Merci encore et à très bientôt sur le terrain. À bientôt Mounir, bonne soirée à tous et à toutes.
Merci beaucoup Richard et merci beaucoup Mounir pour ces échanges très intéressants. Alors on a parlé des causes, on a parlé de notre engagement et puis cet engagement concrètement on va le mettre en œuvre dans les échéances électorales qui vont arriver. Et donc c'est un peu de tout ça dont on va parler maintenant. On doit avoir avec nous Julie Pinchon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce qu'on pourrait, voilà, super, voir Julie à l'écran, c'est top. Ça va Julie ? Ça va et toi ? Ça va. Julie qui est conseillère nationale des Jeunes avec Macron en charge de la mobilisation, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui, exactement. Alors, on le disait, donc on a parlé des causes, on a parlé de ce qui nous tient à cœur et en même temps, on n'oublie pas qu'on est dans une période de Covid où c'est plus délicat d'aller vers les gens, en tout cas sur le plan de la mobilisation. Et donc, chez les JAM, vous avez beaucoup travaillé dessus, en fait, depuis, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, depuis 1 an maintenant, depuis que cette crise a commencé, vous avez réfléchi à comment est-ce qu'on se mobilisait en temps de Covid. Et c'est de ça dont on voulait un peu parler avec toi ce soir. Est-ce que tu peux nous dire un peu, chez les JAM, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? Oui, bien sûr. Durant la crise sanitaire, on a dû revoir un petit peu nos techniques de militantisme, animer un collectif et faire vivre le mouvement. Donc c'est passé à la fois par l'organisation de formations dématérialisées ou encore de visioconférences afin de préserver le socle de militants actifs et d'éviter un effet de démobilisation qu'on redoutait un petit peu au début de la crise. On a mis en place également un projet au Conseil qui s'appelle les appels du Conseil. Nous avons donc téléphoné à nos coordinateurs régionaux ainsi qu'à nos référents départementaux afin de conserver et de renforcer le lien entre les cadres et le Conseil, de répondre à leurs attentes pour les futures échéances à venir, mais également de les accompagner dans leur mission au quotidien. Alors tout ça, je vois bien, et c'est très concret, donc bravo à vous de l'avoir fait, mais de toute façon, on sait que sur un certain nombre de sujets, les JAM ont été et seront toujours précurseurs, et c'est très bien ainsi. Maintenant, concrètement, une campagne électorale, c'est des projets, c'est des idées, et j'ai cru comprendre que justement, à l'approche des départementales et des régionales qui arrivent dans quelques semaines, quelques mois maintenant, vous avez déjà travaillé à la mise en place de groupes de travail qui, et tu vas pouvoir nous en parler, vise à alimenter et à émettre des idées, des propositions aux futurs candidats qui pourront s'en inspirer ou piocher dedans directement. Est-ce que c'est ça et comment vous avez fait ? Oui, tout à fait. En fait, afin de mieux appréhender les échéances à venir, nous sommes partis d'un constat. La crise sanitaire que nous traversons actuellement a entraîné une baisse de mobilisation de nos militants et nous a donc poussé à repenser, voire à réinventer nos actions militantes. C'est dans ce contexte qu'on a créé un groupe de travail sur les actions de campagne à mener en temps de Covid. Ce groupe s'est donc articulé en 3 sections, à savoir la mobilisation et le recrutement, la professionnalisation du mouvement, ainsi que la communication. Donc pour te donner un exemple un petit peu concret, dans le cadre de la section que j'ai pilotée sur la mobilisation, nous avons mené un audit auprès de nos référents départementaux et de nos responsables mobilisation afin de réinventer le militantisme de demain. Nos objectifs sont multiples puisque nous avons la volonté de proposer des choses concrètes à nos candidats pour leur campagne, d'innover sur nos outils de communication, d'innover sur nos techniques de mobilisation et surtout d'impulser une réelle dynamique sur les territoires. C'est donc au total pas moins de 41 propositions qui ont été formulées et qui vont être étudiées et proposées à nos têtes de liste régionales afin qu'ils mènent au mieux leur campagne sur leur territoire. Merci beaucoup Julie. Alors on a parlé de la méthode sur comment est-ce qu'on allait pouvoir faire campagne. On a parlé des idées et comment est-ce qu'au sein des JAM, vous avez déjà commencé à travailler sur des éléments programmatiques à l'approche des régionales. Avant de te redonner la parole, en fait déjà je voudrais vous dire merci et bravo. Moi tu sais, je l'ai vu pendant la campagne municipale dans toutes les villes de mon département des Hauts-de-Seine et ailleurs en France. Les JAM ont toujours été extrêmement mobilisés
moteur. Extrêmement moteur sur le plan national, extrêmement moteur sur le plan local. Et je pense que s'il y a une chose où peut-être toutes les deux, on peut se dire collectivement qu'on doit être fiers, c'est que La République En Marche et les JAM ont toujours travaillé main dans la main depuis 5 ans maintenant et ont évidemment vocation, autour du président de la République, à continuer à travailler main dans la main, de façon parfois autonome, parfois indépendante, et c'est très bien. Mais voilà, on se rappelle quand même à la fin, on mange à la même table comme une grande famille. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Ambroise Méjean, qui est le délégué général. Je sais pas si comme vous dites délégué général, vous aussi? Oui, exactement. Okay. Voilà, délégué général voilà, qui peut-être nous regarde et qui fait un travail extraordinaire à la tête des jeunes avec Macron. Alors, du coup, je vais te laisser le mot de la fin. On est à 14 mois, c'est 14 mois, on va dire, ouais, un peu moins même, des futures élections présidentielles, 12 mois. Voilà, comment est-ce que tu vois la place des JAM? Est-ce qu'on peut compter sur vous, même si je me doute un petit peu de la réponse? Oui, bien sûr que vous pouvez compter sur nous. La mobilisation des JAM est toujours pleine et entière pour les futures échéances électorales à venir. Et je suis quand même fière de dire ce soir devant vous que les Jeunes avec Macron, c'est avant tout 27 500 adhérents, mais surtout plus de 2500 militants actifs sur le terrain, dans nos départements, dans nos régions et même à l'international, aux côtés des marcheurs. Nous serons donc au rendez-vous à vos côtés pour toutes les futures échéances électorales. Eh ben, une petite dernière question avant de te laisser. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour être JAM? Alors, parce que moi, je suis toujours adhérente des JAM, en fait. Pour la petite histoire, j'avais adhéré aux JAM avant d'adhérer à En Marche. Et je voudrais savoir si je peux encore être acceptée dans les JAM ou pas. Oui, bien sûr, c'est bon, ça va chez les JAM. Super. Bon, merci beaucoup, Julie. Puis bonne soirée et encore merci à vous tous. Très bonne soirée. Alors, pour continuer donc, dans cette séquence sur les élections qui arrivent, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la déléguée générale adjointe de La République En Marche, Marie Guévenoux. Alors, on te connaît comme déléguée générale adjointe aux côtés de Stanislas Guerini. Je regarde à ma droite parce qu'il n'est pas très loin. Et évidemment, en tant que députée des Yvelines... de l'Essonne, pardon, excuse-moi. Voilà, c'était la première bourde de la soirée, il en fallait bien une. Et tu es aussi responsable des élections chez En Marche. Donc déjà, en une phrase, ça veut dire quoi être responsable des élections chez En Marche? Être responsable des élections chez En Marche, c'est préparer les scrutins électoraux, territoriaux, les municipales l'année dernière, les régionales, les départementales et puis probablement les présidentielles. Ok. Et donc là, en fait, on est à quelques semaines, on l'a dit, quelques mois des régionales. Toi qui as travaillé sur la stratégie depuis le départ, qui a, j'imagine, beaucoup consulté, pourquoi, en fait, on a décidé de s'engager sur ces élections régionales-là et plus généralement, parce qu'on lit notamment beaucoup de choses dans la presse là-dessus, dans quel état d'esprit on y va? C'est une bonne question que tu poses, Maude. Écoute, je vais un peu enfoncer peut-être une porte ouverte, mais on y va parce qu'on a un projet à défendre. On y va parce qu'en fait, en 2017, quand on s'est engagé derrière le président de la République et puis ensuite aux législatives, on avait envie de transformer le pays. Et aujourd'hui, on considère que cette transformation, elle peut aller encore plus loin avec l'échelon territorial que sont les régions. Je m'explique. Aujourd'hui, on vit une situation difficile. On a une crise sanitaire avec des conséquences économiques, sociales, qui vont être probablement complexes pour le pays. Il n'y a pas un gouvernement au monde qui a déployé autant pour la protection de nos entreprises, pour la protection de nos emplois, pour la protection des salariés. Et dans le même temps, en plus de cette protection, il souhaite faire de cette crise que nous traversons, il souhaite mettre à profit cette crise et essayer de faire en sorte de pousser la transformation environnementale du pays, de pousser la transformation digitale du pays. Et dans ce dernier kilomètre, les régions, elles peuvent jouer un rôle d'accélérateur, de démultiplicateur du plan de relance. Voilà pourquoi on y va. C'est une très bonne réponse. Et puis, ça fait suite aussi, j'imagine, à ce qu'on a commencé avec les municipales. C'est le step d'après sur l'ancrage local. On peut aussi le voir comme ça. Oui, évidemment, tu as tout à fait raison. Sur une approche territoriale des choses. Le mouvement En Marche, c'est un mouvement qui est très jeune. Oui. 5 ans, pardon. 5 ans. J'ai en train de dire quel âge on a. 5 ans. 5 ans. Et l'enjeu du maillage territorial, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des moments difficiles depuis 2017. On a vécu la crise des Gilets jaunes,
On a vécu en ce moment la crise sanitaire et on a besoin d'un certain nombre d'élus locaux qui sont prêts, là aussi, à transformer le pays avec nous, à anticiper l'avenir, à vivre les crises en solidarité et en action. Et c'est à ça que ça sert, les élus locaux. C'est aussi à ça que ça sert, à être ces capteurs et ces relais. C'est fondamental pour l'action qu'on mène. Et c'est pour ça qu'on devait être présent en municipal, qu'on doit être présent en départemental et qu'on est présent en régional. Et en même temps, la stratégie d'une élection à l'autre, elle n'est pas toujours la même. Là, par exemple, au régional, je pense que je ne trahirai pas de secret en me disant qu'on est sous ton contrôle, mais plutôt parti pour avoir des candidats dans les 13 régions. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette stratégie-là, et comment est-ce que vous l'avez construite au sein du mouvement? Alors je pense que on est souvent attiré par ces questions de stratégie et de tactique. Je crois qu'il faut en revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est les projets que l'on porte et c'est les idées que l'on porte. Et ça n'empêche pas d'avoir une réflexion tactique ou stratégique, mais je pense qu'il vaut mieux le prendre par ce biais-là. Dans les municipales, on était souvent sur des actions très locales, très communales, sur lesquelles, au fond, un projet d'alliance, ça pouvait être possible, parce qu'on vote pour son maire sans trop se soucier de son étiquette, parce qu'on a envie de soutenir un projet local, parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux, il y a beaucoup de maires qui ne sont pas encartés, en fait. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui permet d'avoir des logiques municipales plus territorialisées que partisanes. En revanche, le scrutin régional, c'est souvent, et pas forcément d'ailleurs à bon escient, c'est souvent un scrutin national et nationalisé. Il y a plus de reprises médiatiques en plus. Enfin, oui, et puis il y a des présidents sortants de régions qui jouent le présidentiel, sont plus intéressés aux élections présidentielles que aux élections de leur région. Bon, voilà. Nous, on a souhaité défendre des équipes et un projet qui s'engagent pour leur territoire et qui sont prêts à être les vrais partenaires du gouvernement pour accélérer la relance. Alors, du coup, pour terminer, là, on a des candidats dans chaque région. En tout cas, on aura des candidats dans chaque région. Et puis, derrière ça, il y aura tous ces marcheurs, toutes ces marcheuses qui, d'une façon ou d'une autre, feront campagne. Alors, peut-être certains sur des listes, peut-être certains sur les réseaux sociaux, et d'autres, on l'espère, si c'est possible, sur le terrain. Quel message tu as envie de faire passer aux marcheuses et aux marcheurs qui nous écoutent ce soir? Engagez-vous, c'est le thème de la soirée, je crois. Oui. Engagez-vous, on se lance dans une campagne inédite, une campagne dans un contexte sanitaire extrêmement compliqué, mais les campagnes, elles vont avoir lieu. Elles vont avoir lieu de façon digitalisée sur le numérique, elles vont avoir lieu par le biais de phoning, elles vont avoir lieu par le biais peut-être de courriers plus traditionnels, mais en tout cas, on a besoin de relais, on a besoin de gens qui s'engagent pour porter des idées, directement en étant colistier, candidat à la candidature. Il faut le faire, il faut s'engager. Et puis, pour aussi porter le message de ceux qui sont prêts à s'engager pour nous et pour notre avenir. Ben, merci beaucoup, Marie. Donc, engagez-vous. C'est le message. Merci, c'est le mot d'ordre. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, pour continuer sur cette séquence régionale et entrer, j'ai envie de dire, encore davantage dans le concret, on a le plaisir d'avoir, alors parmi nous, pas sur le plateau, mais en distanciel, et c'est quand même le plus important qu'il soit là, Bruno Bonnell. Bonsoir. Bonsoir Bruno, ça va? Très bien, très bien. T'es où là? T'es depuis en direct de Lyon. En direct de Lyon. Donc voilà, j'ai même pas besoin de le préciser. Bruno Bonnell, député du Rhône, mais surtout candidat en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors l'objectif, déjà, merci beaucoup d'être parmi nous. En fait, c'est de t'écouter un petit peu. Voilà, on a vu ta campagne se lancer. Moi, je vais te dire, depuis... alors, je connais pas très bien ta région, mais j'ai été très impressionnée de ce lancement de campagne. J'ai notamment vu, et j'invite tous les marcheurs à aller la regarder, si c'est pas encore fait, une vidéo de lancement où on te voit dans différents coins de ta région et ça donne vraiment très, très envie d'y aller. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'admiration et on a hâte, et en tout cas, moi, j'ai hâte d'entendre ton témoignage. Bah, écoutez, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que 5 ans, je suis très fier de nous tous, parce que si on nous avait dit il y a 5 ans qu'on aurait réussi à avoir un président de la République qui était un candidat plein d'énergie, qu'on trouvait trop jeune, trop court, sans programme, et qui en fait a démontré, grâce à nous tous, cette dynamique. Si on nous avait dit, alors que j'étais un des premiers à restituer la Grande Marche à Strasbourg, je me rappelle, en 2016, où on avait dit que justement, parler différemment de politique, c'était le vrai message à faire passer. Si on nous avait dit qu'En Marche serait cette chrysalide incroyable,
dans laquelle on voit la société se transformer, parfois avec douleur. Moi, j'ai fêté les 5 ans tout à l'heure sur les réseaux, j'ai soufflé une petite bougie de praline de Lyon, je précise, la meilleure des tartes que je connaisse. Mais tout ça pour vous dire que gardons cette énergie, gardons-la vraiment. Et les régionales, finalement, c'est un peu un aboutissement. Moi, je l'ai dit, c'est un des plus beaux postes de la République, président de région. Auvergne-Rhône-Alpes, je l'ai montré dans mes vidéos et c'est pas fini, je vous réserve encore pas mal de surprises. Il y aura beaucoup d'énergie pour mobiliser les marcheurs, démontrer que président de la République, c'est une chose, président de région, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se battre. Donc j'invite effectivement à ce que tout le monde se batte à fond. Et au-delà de ce message, je crois qu'il y a une chose sur laquelle il faut qu'on reste mobilisé, c'est continuer à réconcilier les Français avec la politique. Notre déception finalement principale, c'est de voir une abstention, un côté résigné finalement des Français, un divorce avec les hommes et les femmes politiques. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais génial. Depuis que je suis homme politique, c'est tout juste si j'ai pas une étoile noire sur l'épaule et si on me fuit pas. Donc, c'est le contraire qui devrait arriver. Consacrer son temps à du service public, au bien commun, c'est une vraie énergie et vous perdez pas votre temps. Donc là, moi, je voudrais vraiment parler aux marcheurs et aux marcheuses. On a eu raison de vouloir changer les codes. N'abandonnons pas ce combat. Ne nous résignons pas justement à cette espèce de pente douce de retourner à des tendances naturelles que les médias ou les réseaux sociaux voudraient nous faire prendre, à savoir le fameux clivage droite-gauche en opposition. Puis la deuxième chose que je voudrais vous dire sur les régionales, c'est qu'on peut gagner. Contrairement à tout ce qu'on entend, moi j'ai fait partie des marcheurs, des premiers marcheurs. Quand Emmanuel Macron il était à 5% dans les sondages, il était donné 4e ou 5e à la course à la présidentielle. Donc moi j'ai à peu près une quinzaine de points comme d'autres candidats aujourd'hui. Je suis donné 3e. Vous voyez, c'est une meilleure position pour gagner. Donc moi je ne veux pas me résigner, je veux foncer. Et si j'avais un conseil à donner, c'est fatiguez-vous, fatiguons-nous à nous battre pour la campagne avec un style différent. La Covid, c'est un monde d'opportunités de différence. C'est encore plus de corps à corps, c'est encore plus de corps à cœur. C'est vraiment aller chercher les électeurs un par un. N'oubliez pas de leur signaler aussi les possibilités de procuration. Battez-vous, fatiguez-vous, je le répète, parce que la bataille peut être gagnée contre toute attente, comme il y a 5 ans. Personne n'attendait notre virage et on a gagné. Donc moi je crois qu'à force de dire qu'on est trop ceci ou pas assez cela, soyons juste qui nous sommes et puis démontrons qu'on peut correspondre dans ces temps difficiles à cette volonté de transformation dont le pays a besoin. Merci beaucoup Bruno pour ton témoignage et donc compte sur nous pour te suivre depuis nos territoires respectifs et puis faire ta campagne auprès de tous nos amis qui habitent dans ta région. Eh ben, j'espère. À très vite. Promis, à bientôt. Et votez au RALP pour ceux qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. N'oubliez pas. Voilà, c'est le deuxième message du soir, votez au RALP. Merci. Alors on enchaîne les témoignages tous plus inspirants et puis émouvants aussi pour certains les uns que les autres. On a entendu des députés, on a entendu des marcheurs, on a entendu des gens qui n'étaient pas marcheurs et qui sont venus parler de leur engagement. On a entendu Édouard Philippe, on a entendu le magnifique témoignage de Marlène Schiappa au début qui peut-être vous a autant touché que moi. Il y a quelqu'un d'autre qui a un message pour vous qui est aujourd'hui Premier ministre, Monsieur Jean Castex. Chers marcheurs, 5 ans déjà que commençait une aventure inédite, une aventure improbable, une aventure exceptionnelle. 5 ans que les colonnes du temple se trouvaient ébranlées, que les codes et les pratiques se voyaient questionnés, que la société civile frappait à la porte du Parlement, qu'un souffle nouveau se répandait sur notre vie politique. Par son ambition, par sa nouveauté, par sa méthode, la démarche initiée par celui qui allait accéder aux plus hautes responsabilités de l'État ne se voulait pas seulement l'expression d'un nécessaire renouvellement politique. Elle incarnait et incarne toujours une façon de faire différente. Car ce renouveau revendiqué, il n'a rien du dégagisme ni du rejet de l'autre que certaines formations ont porté au cœur de leurs revendications. Il est au contraire porteur de rassemblement, d'élargissement, de dépassement. Dépassement. Quel beau mot promu par Emmanuel Macron. Métaphore sportive
aller au bout de ses rêves, de ses forces, de soi-même, au service de son pays, métaphore sportive devenue objectif politique. Savoir et vouloir mobiliser tous les talents, toutes les énergies dans une logique transformatrice et tournée vers l'avenir. Qui pouvait croire que la tâche serait simple, qu'une telle ambition, qu'un tel projet de société, qu'un tel changement d'habitude politique si fortement ancré pourrait se concrétiser du jour au lendemain, se déployer sans susciter des obstacles et des résistances de toutes parts. D'autant qu'En Marche a été, sitôt né, confronté aux exigences de l'exercice du pouvoir, redoutable défi dans des sociétés modernes complexes, traversées par le doute et la fragmentation. Défi accru avec la survenue d'une des pires crises sanitaires que nous ayons connues depuis un siècle. Mais tel est l'ADN d'En Marche et de son fondateur. Prendre ses responsabilités, revendiquer la prise en charge du destin du pays, surtout lorsque celui-ci est dans la difficulté, s'engager, agir, transformer, être au cœur de la citoyenneté et de la République. Alors oui, bien sûr, cela est difficile, cela est exigeant, cela est parfois ingrat. Bien sûr, En Marche doit encore gagner la bataille des territoires, comme elle est à la pointe de celle des idées. Bien sûr, En Marche doit enraciner ses valeurs et son identité politique dans la société française. Le chemin est long et escarpé, mais la tâche exaltante. Car nous devons ensemble être fiers du travail accompli, fiers de ce que nous apportons à notre pays, fiers de cette majorité parlementaire que j'ai l'honneur et le bonheur de diriger. Elle est exigeante, diverse, audacieuse, c'est son honneur. Elle sait se retrouver, se montrer responsable, afficher son unité sur l'essentiel, c'est sa force. Cette responsabilité de chef de la majorité, je l'assume avec votre soutien, alors que le pays affronte une crise sanitaire historique. Si le pays a tenu, si la France a tenu, si la France tient, c'est d'abord grâce aux décisions du président de la République que vous avez conduit jusqu'à la victoire il y a 4 ans et au gouvernement. Mais c'est aussi et surtout grâce à la solidité des institutions de la Ve République et à notre système social que nous avons ensemble pour ambition de moderniser et de consolider. Mais c'est encore et avant tout grâce à l'esprit de responsabilité et à la mobilisation de tous les Français. En 4 ans, la majorité a accompli avec vous un travail immense et depuis 6 mois, le plan de relance donne à la France des moyens inédits d'investir dans sa souveraineté et dans son avenir. Chers marcheurs, j'ai besoin, nous avons plus que jamais besoin de vous. Votre rôle ne se résume pas au seul soutien politique. Ce rôle est essentiel, mais il se mesure aussi à la permanence de votre engagement. Vous avez une place centrale dans cette transformation de notre pays et dans cette réinvention de la démocratie française que vous avez vous-même initiée en vous mettant en marche à travers la France il y a 5 ans, presque jour pour jour. J'attends donc de vous que vous soyez les relais dans les territoires de notre politique pour la France, de notre ambition pour la France. Hier, vous présentiez un projet aux Français. Aujourd'hui, vous devez leur montrer ce que nous avons fait pour eux et leur expliquer notre politique. En 4 ans, des réformes essentielles ont été réalisées et nous continuons malgré la pandémie. Belle mobilisation générale que celle qui est devant nous. Le mouvement, je le sais, sera au rendez-vous. Il faut le faire vivre, le piloter, le coordonner, s'assurer que chacun, dans le respect de la diversité de ses convictions et de ses ressources, y trouve sa place et y apporte le meilleur. Tout cela, cher Stanislas, tu l'as fait avec une
détermination sans faille et une efficacité redoutable dans un contexte qui aurait pu voir le retour des réflexes traditionnels de la politique politicienne. Tu es mon complice permanent des jours difficiles comme des grandes ambitions que nous portons pour notre pays. En 2016, chers amis, vous avez marché jusqu'à la victoire. Ensemble, aujourd'hui, nous allons dépasser la crise historique qu'il nous est donné de traverser et nous allons continuer à transformer la France. C'est pour cela que vous êtes engagés aux côtés d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. C'est pour cette raison que d'autres vous rejoignent et que d'autres vous rejoindront bientôt. C'est pour cela que j'ai accepté l'honneur et la mission que le président de la République m'a confiée il y a 9 mois. Notre engagement est commun. Notre force est collective. Je compte sur vous. Il compte sur vous. De tout cœur, je vous remercie. Merci beaucoup. Au nom de toutes les marcheuses et de tous les marcheurs, merci beaucoup à vous, Monsieur le Premier ministre Jean Castex. Alors, dans quelques instants, on va accueillir notre délégué général, Stanislas Guerini. Mais avant, je voudrais te remercier, Maude, pour ce soir. Merci d'avoir rejoint aussi l'équipe des porte-paroles il y a quelques mois maintenant. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Et puis, je veux remercier toutes les marcheuses et tous les marcheurs. Ce soir, si certains avaient le moindre doute sur ce que notre mouvement était capable de faire, sur la force de notre engagement, malgré toutes les polémiques qu'on peut entendre ailleurs, ce soir, c'est la démonstration que nous avons encore énormément à apporter à la France. Alors si vous aussi, partout autour de vous, vous voulez vous engager, je crois que vous l'avez entendu ce soir, pourunecause.fr, vous retrouverez Maude et vous retrouverez tous les marcheurs qui, depuis le premier jour, ont décidé de s'engager. Alors encore une fois, merci à toutes et merci à tous. Merci à toi, Mounir, de m'avoir accueilli dans cette équipe de porte-parole. Moi, j'aurais vraiment une pensée pour tous ces référents qui ne sont plus affichés sur l'écran, là, mais qui l'ont été pendant toute la soirée. Vous êtes, voilà, c'est de la courroie de distribution du mouvement. Moi, je disais quand j'étais référente qu'on était les corps intermédiaires de la République en marche. Je pense que c'est assez vrai. Vous donnez énormément au quotidien et on vous remercie. Une pensée aussi à tous les marcheurs qui nous ont regardés ce soir. Comme tu le disais, Mounir, l'esprit de 2017, de 2016 même, est encore bien là. Les choses n'ont pas changé. En revanche, on a montré qu'on savait s'adapter, comme on l'a fait ce soir du fait du contexte sanitaire. Et c'est, je pense, une fois de plus, une grande force. Donc, merci à vous tous. Et c'est un plaisir de vous voir. Ah, je vois Sozen. Ça me fait plaisir de la voir. Bien, eh bien, avant donc, de terminer cette soirée, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir, je dirais, celui qui est le visage de la République en marche aujourd'hui, Stanislas, et puis le visage de cet engagement aussi. Moi, je voudrais juste, si je pouvais résumer comment je perçois l'action de Stanislas Guerini en 3 mots. Et le premier mot, ce serait la proximité. Parce que je pense que Stanislas, mais tu peux peut-être venir, tu peux nous rejoindre si tu veux, mais peu de Comme c'est le moment où je vais être gêné, j'hésite. C'est pas grave, on va faire un peu d'impro. Peu de mouvements politiques, je pense, tu sais, comme la République en marche, ont la chance d'avoir, ont eu la chance pendant la crise sanitaire d'avoir un délégué général qui a organisé des visios quasiment toutes les semaines avec les marcheurs, avec les référents, peut-être avec les députés, je sais pas aussi. Ça, c'est une grande chance. Le deuxième, je dirais que c'est la conviction, parce que la soirée de ce soir, elle le prouve en fait. Le fait que tu nous ramènes une fois de plus à des causes, ça montre bien que c'est d'abord le cœur des choses. Et je te le disais tout à l'heure avant, il y a une phrase que tu nous as tous beaucoup répétée, et je pense que tous les référents là l'ont entendue au moins une fois, c'est quand vous êtes le plus convaincu que vous êtes le plus convaincant. Ben moi, je l'ai répété un nombre incalculable de fois dans mon comité. Et puis le dernier point, ce serait la constance. Parce que dans ce gros bateau qu'est la République en marche, qui a parfois un peu tangué ces derniers mois, finalement, tu as toujours su garder une dynamique et une droiture. Et donc, un grand merci à toi. Merci Stanislas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme si ça ne suffisait pas... le visage de nos référentes, de nos référents là derrière moi. Je vous vois agiter vos mains, je vous salue toutes et tous. C'est quelque chose pour moi, on a encore inventé quelque chose d'un peu nouveau ce soir, et de vous voir tous ici derrière l'écran,
Le seul problème, c'est qu'on ne vous entend pas, mais j'ai l'impression, moi, de vous entendre en vous voyant au fond. Et ça fait chaud au cœur. Voilà, je voulais vous dire que moi, j'attendais cette soirée. Je ne vais pas vous dire que je l'attendais depuis 5 ans, mais en tout cas, je l'attendais depuis quelques semaines maintenant. Je crois que je partage ça avec celles et ceux qui sont intervenus avant moi. Je tiens à saluer Marie, saluer Jean-Marc, nos délégués généraux adjoints, qui font un travail formidable à mes côtés. C'est vrai que sans vous, je crois que je ne pourrais pas avancer et avoir cette constance-là dont tu parlais, Maude. Je tiens à vous saluer, nos référents qui êtes sur cet écran ce soir. Je veux vous dire les choses très simplement. Je veux vous dire l'admiration que j'ai pour le travail que vous faites, pour le dévouement qui est le vôtre. Voilà, je n'ai pas d'autre mot que celui d'admiration parce que je sais à quel point être référent, La République En Marche, c'est chronophage, c'est parfois difficile, mais vous le faites en y mettant tout votre cœur et pour ça, merci. Je voudrais aussi avoir un mot ce soir pour l'équipe. Il y a beaucoup de monde qui est derrière. Alors quand je dis beaucoup de monde, en fait, ce n'est pas beaucoup de monde, mais sachez qu'en vrai, il y a beaucoup de monde en région, au siège, qui sont les permanents du mouvement. Et c'est vrai que ce type d'événement, ce type de soirée, sans vous, ça n'existerait pas. Et donc, je crois qu'en votre nom collectif, à tous, je voudrais vous dire à vous aussi merci. Je veux vous dire quelque chose de très simple pour commencer mon propos d'emblée. Je crois qu'il y a 2 choses qu'on n'a pas le droit de faire. La première, c'est d'être nostalgique. Et la deuxième, c'est de nous regarder de nombril. Et je pense ça, mais profondément. En fait, je le pense depuis le premier jour d'En Marche, depuis le jour où Emmanuel Macron a créé En Marche, c'était il y a 5 ans. Et je pense ça encore plus fortement aujourd'hui. Évidemment parce que notre pays vit un moment extrêmement difficile, parce que notre pays entier se bat contre cette pandémie, notre pays résiste. On n'est pas encore sorti de cette crise, c'est évident. Et Mounir, tu le disais tout à l'heure, je crois qu'on ne peut pas commencer ces propos-là sans penser à toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette crise, aux familles qui ont perdu un membre, aux soignants qui se battent dans les hôpitaux ailleurs, aux jeunes qui ont été touchés et pour qui il faut éclairer l'avenir. Alors, dans cette soirée, c'est d'abord à cela que je pense. Je le disais tout à l'heure, la nostalgie, ça nous est interdit. Évidemment, ça serait beaucoup plus facile. On pourrait passer beaucoup de temps, je crois, des heures encore à partager les beaux souvenirs de nos débuts. Mais plus que jamais, je crois qu'on doit être dans l'action. Et donc, nous n'avons pas le droit à la nostalgie. Et puis, je le disais, on n'a pas le droit non plus de se regarder le nombril. Parce que ça serait oublier ce qui est pour moi la dimension la plus essentielle de notre mouvement, le sens de l'engagement. C'est un mot que vous avez beaucoup entendu ce soir, mais je crois que c'est le cœur de La République En Marche. En Marche, c'est permettre à des gens comme vous, comme moi, de s'engager pour changer les choses. Parce que je suis convaincu, nous sommes tous convaincus, que l'on peut faire mieux, que l'on peut faire encore mieux, encore plus pour notre pays. Et cette envie de faire, elle veut dire quelque chose de très simple. Le Premier ministre le disait à l'instant, le sens de l'engagement, il vient avec le sens des responsabilités. Et je crois profondément que c'est pour cela que nous ne sommes pas une formation politique comme les autres, que nous devons rester différents des autres formations politiques. Bien sûr, il y a les idées, on a nos idées spécifiques, mais il y a le sens des responsabilités. Assumer ses responsabilités. Et je crois que la gestion de cette crise sanitaire, elle rend ça encore plus visible. Vous avez entendu à l'instant notre Premier ministre, Jean Castex, il est à la hauteur de ses responsabilités. Elles sont immenses. Il est à la hauteur de ses responsabilités, tout simplement. Et nous avons malheureusement 1000 exemples en tête, tous, qui nous ont démontré ces derniers mois que nous sommes trop seuls à assumer nos responsabilités. Je prendrai, pour prendre un seul exemple, le débat parlementaire la semaine dernière qui a été organisé pour discuter des mesures sanitaires qui étaient nécessaires pour protéger nos concitoyens. Ce moment-là, ça aurait pu être un moment de débat, de confrontation d'idées, peut-être de contre-propositions, mais non. Ça a été malheureusement une tribune qui a été prise par nos oppositions pour essayer par tout moyen de tirer profit
des drames que notre pays vit pour abîmer le gouvernement et sa politique. Et pour, au final, ne même pas prendre part au vote. Moi, ce n'est pas cela que j'appelle prendre ses responsabilités. Je vais vous dire une chose au fond. La petite politique politicienne, elle ne m'a jamais paru aussi microscopique qu'à l'échelle de cette pandémie. Alors, pour ce qui nous concerne, gardons notre sens des responsabilités. C'est notre boussole. Gardons le sens de l'engagement. C'est notre moyen d'action. Et ce sens de l'engagement, je le pense aussi profondément, c'est la meilleure façon de continuer à être fidèle à notre promesse, fidèle à la promesse que nous avons faite en créant En Marche, c'est-à-dire de continuer à faire. Parce que, oui mes amis, on a déjà fait beaucoup. Et je voudrais qu'on en prenne conscience, que ce soir, et même si je prends quelques minutes pour le faire avec vous, je voudrais qu'on puisse le dire. On ne le fait pas, en tout cas pas assez fort, pas assez fièrement, pas assez massivement, pas assez collectivement. Défendons ce que nous faisons. Et la réalité, c'est que nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons réalisé, Richard le disait tout à l'heure dans le film que nous avons vu, nous avons réalisé les réformes que la droite et la gauche promettaient de faire. Les réformes qui semblaient impossibles. La SNCF, la formation professionnelle, le marché du travail, la fiscalité, le prélèvement à la source, les plus fortes baisses d'impôts de la Ve République, la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes par exemple. Notre majorité, c'est la majorité qui a valorisé le travail comme aucune majorité ne l'avait fait avant. On a baissé les charges, on a augmenté la prime d'activité, on a défiscalisé les heures supplémentaires. On a, dans ce quinquennat, recréé des emplois industriels, des emplois industriels. Ça faisait 15 ans qu'on détruisait des emplois industriels. Et pour la première fois, dans notre pays, on recrée des emplois industriels. On a fait en sorte qu'il n'y ait jamais eu autant d'apprentis dans l'histoire de notre pays. Jamais il y a eu autant d'apprentis. Ayez en tête cette donnée extrêmement simple. Avant le Covid-19, c'était la première fois depuis des décennies que l'on baissait les impôts, le chômage et le déficit dans le même temps. Ce n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Et puis, puisqu'on parle parfois de la droite parle beaucoup de sécurité. Mais n'oubliez pas que dans les quinquennats précédents, ils supprimaient les postes de gendarmes, de policiers. Eh bien nous avons fait le contraire. Nous avons créé dans ce quinquennat, nous sommes en train de le faire, 10 000 postes de gendarmes, de policiers. On a réformé la justice des mineurs pour que les peines soient appliquées plus rapidement, dissous les associations, fermer les lieux de culte quand ils ne respectaient pas, c'est tellement choquant que j'ai buté sur ce mot-là, ils ne respectaient pas les lois ou les principes de la République. Mais je voudrais qu'on ait en tête que si on donne autant le tournis à nos oppositions, c'est que ce quinquennat, c'est aussi un quinquennat profondément social. Et nous sommes en train de faire les réformes que la gauche aurait dû faire. Vous vous souvenez, ils disaient « c'est maintenant » et ils ne l'ont pas fait. Eh bien nous l'avons fait. Depuis combien de décennies on parlait de créer la 5e branche de la sécurité sociale pour financer la dépendance? Nous l'avons fait. Depuis combien de temps on retirait des moyens à l'hôpital? Le Premier ministre le rappelait à la tribune de l'Assemblée nationale l'autre jour. Eh bien, dans ce quinquennat, nous avons décidé de faire exactement le contraire. Le Ségur de la santé dont Thomas nous parlait tout à l'heure, c'est 200 € net de plus par mois pour le personnel soignant. Je ne sais pas si c'est de droite, je ne sais pas si c'est de gauche, mais je suis sûr d'une chose, c'était diablement nécessaire et nous l'avons fait. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il y avait 10% de Français qui renonçaient à se payer une paire de lunettes parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Maintenant, c'est 0, reste à charge pour se payer une paire de lunettes, des appareils auditifs, des prothèses dentaires. Thomas le rappelait tout à l'heure. Imaginez une seconde les impacts que cela a sur des études, sur une carrière. C'est comme ça qu'on change les trajectoires de vie. C'est comme ça qu'on change la vie des gens. C'est une grande réforme sociale. Et l'école, on en parle souvent, mais on a raison de le faire. Imaginez les conséquences que ça va avoir sur des générations de gamins qui habitent dans des quartiers difficiles, d'être dans une classe à 12.
En fait, il n'y a même pas à imaginer. Les résultats, ça se voit immédiatement. Il suffit d'aller interroger les professeurs. Ça change des vies, tout de suite, maintenant. Depuis combien de temps on laissait les mères célibataires galérer quand leur ex-conjoint ne leur payait pas leur pension alimentaire? C'est fini. Depuis combien de temps on obligeait les personnes qui ont un handicap lourd, à refaire des demandes kafkaïennes tous les 3 ans? C'est fini. Les droits sont acquis à vie. Ça aussi, c'est une grande réforme sociale. Et puis, on a parlé un peu d'écologie ce soir. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des grandes leçons d'écologie, en nous faisant croire parfois que l'écologie, c'est interdire les sapins de Noël, c'est interdire le Tour de France, c'est interdire les rêves d'aviation de nos enfants. Mais moi, je crois que ce n'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé, comme on le fait, nous, d'arrêter les grands projets polluants, la Montagne d'Or, Europa City, Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de fermer concrètement, comme nous sommes en train de le faire, les centrales à charbon? Encore la semaine dernière, au Havre, c'est l'équivalent de la pollution de 2 millions de véhicules que de fermer les centrales à charbon. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de voter comme nous l'avons fait, la première loi au monde pour arrêter d'exploiter les hydrocarbures, de consacrer 30 milliards d'euros à la transition énergétique, pour investir dans le ferroviaire, pour investir dans l'hydrogène, pour investir dans le nucléaire de nouvelle génération? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant? Et puis, je veux le dire aussi, soyons très fiers d'avoir porté des grandes réformes sociales dans ce quinquennat. Je pense à la PMA pour toutes, nous l'amènerons à bien. Je pense au doublement du congé paternité, c'est une grande réforme sociale. Je pense au congé pour les proches aidants. Depuis combien de temps on parlait d'apporter un congé pour les aidants, pour accompagner les personnes en situation de handicap? Tout ça, nous l'avons fait. Je ne veux pas être trop long, mais il y a beaucoup à dire et je pourrais le dire encore. Je veux juste dire encore une fois que dans cette crise, il n'y a pas un pays au monde qui a protégé les Français, nos concitoyens, quoi qu'il en coûte, comme l'a décidé le président de la République, pour protéger les emplois, pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et nous l'avons fait, c'est très important. Rappelez-vous, nous agitions des drapeaux européens pendant la campagne. Nous l'avons fait sans jamais tourner le dos à l'Europe. Je vois derrière moi des drapeaux européens, mais vous avez raison et on a continué à les agiter fièrement. Et oui, vous êtes plusieurs d'entre vous et ça me fait plaisir, ça me touche. Je pense qu'on a... Oui, ceux qui n'ont pas de drapeau européen, c'est pas bien. Je voulais vous le dire aussi. Alors sortez-les. Mais non, mais on a fait tout ça sans jamais tourner le dos à l'Europe. Et au contraire, grâce au président de la République, on a fait bouger l'Europe comme ce n'était pas arrivé depuis des décennies. Alors tout ça, disons-le encore plus fort. Et je n'ai aucun doute. Je sais que vous, les marcheurs, et je regarde nos référents, mais à travers vous, je regarde tous nos marcheurs, nous défendrons, vous défendrez, pied à pied, le bilan du président de la République, le bilan de notre majorité, le bilan de ce gouvernement, parce qu'au fond, c'est notre bilan et nous le défendrons dans les prochaines campagnes. Nous avons parlé ce soir, Marie le faisait, des campagnes départementales, des campagnes régionales, mais ça sera pour nous aussi l'occasion de défendre ce qu'on a fait et nous assumerons fièrement, nous assumons déjà fièrement que les listes engagées dans ces campagnes, ce seront les listes de la majorité présidentielle. Pourquoi le masquer? Nous n'allons pas cacher cela. Au contraire, soyons fiers et portons-le offensivement. Parce que j'ai pris quelques instants pour le faire. Défendre notre bilan, ce n'est pas céder à la nostalgie. Ce n'est pas céder à la nostalgie. C'est au contraire avoir le courage de se confronter, de confronter notre bilan à ce que pensent les gens et de se projeter sur tout ce qu'il nous reste à faire. Parce que l'engagement, c'est encore plus essentiel aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce que, justement, avec cette crise, il y a beaucoup de certitudes qui sont à terre. On a évidemment tous en tête que ce qui semblait impensable il y a 1 an est advenu. Et donc, maintenant, on va devoir tous ensemble, collectivement, forger un nouveau consensus politique, social, le refonder. On n'a pas choisi cette crise, évidemment. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on peut choisir. C'est collectivement la façon dont on veut en sortir. Et vous l'avez compris, tout dans cette soirée, ce soir,
nous projeter vers l'avenir, nous inviter à nous tourner vers l'avenir, vers un pays qui aura retrouvé confiance en lui, vers une nation qui aura resserré les 1000 liens qui nous relient les uns avec les autres. Alors, ce soir, vous avez vu beaucoup de choses très importantes. Jean-Marc le présentait tout à l'heure. On veut franchir une nouvelle étape avec vous. On veut continuer au fond, à faire tomber toutes les barrières de l'engagement. Vous allez pouvoir vous saisir de causes. Moi, je vous invite très simplement, créez, rejoignez les causes qui vous tiennent le plus à cœur. Des causes pour. Vous avez vu que la plateforme qu'on a créée, elle s'appelle « Pour une cause ». Cette notion d'engagement positif, d'engagement optimiste, elle est pour moi essentielle parce que c'est notre façon de nous engager. Portons un projet pour. C'est ça qui a fait la différence en 2017. On doit renouer avec ce projet, cette façon optimiste, parce que c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes les optimistes contre les pessimistes dans la vie politique de ce pays. Et autour de ces causes, on construira des coalitions citoyennes, des coalitions associatives, des coalitions politiques. Je le pense profondément, c'est comme ça qu'on continuera à produire une différence, un impact, un changement, à être utile. Voilà, au fond, je ne nous souhaite pas d'autre accomplissement que celui-là, d'être utile, profondément utile, par le combat électoral, bien sûr, mais aussi par l'action citoyenne immédiate et continue. On veut une France plus unie, plus prospère, moins inégalitaire, plus moderne, plus innovante, plus méritocratique. Et je vais vous dire, mes amis, je crois que tout ça, c'est à notre portée. Il y a une condition essentielle, c'est qu'on s'engage pour faire advenir cette France-là, celle qu'on veut bâtir collectivement ensemble, et qu'on s'engage bien au-delà des frontières de la République en marche. J'assume de dire ça ce soir. Oui, je suis le patron de la République en marche, et pour autant, je le dis, si nous voulons rester un mouvement, nous avons choisi ce beau mot de mouvement, si nous voulons rester un mouvement, si on ne veut pas devenir un parti politique figé, ce que sont ces astres morts dans la vie politique du pays, alors on doit oser sortir des murs. Et c'est ce qu'on va faire avec les causes, avec les coalitions, en les ouvrant à des marcheurs, mais aussi à des gens qui ne sont pas marcheurs aujourd'hui. On doit sortir des murs. Et pour ça, la solution, ce n'est pas plus de politique, c'est plus d'engagement. C'est même pas plus d'élus, je le dis sous le contrôle de Marie. Oui, c'est aussi plus d'élus, mais c'est avant tout plus d'engagés. C'est avant tout et plus simplement plus de vous. Et je serai là pour vous y aider. On sera là pour vous y aider. Alors je compte sur vous. On compte sur vous. Merci à tous.